Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV pour une nouvelle contre-matinale à regarder en direct le matin ou en replay dans la journée ou quand vous voulez. Ce mardi 19 octobre 2021, je serai en deuxième partie de matinée sur le plateau avec notre éditorialiste Gémile, qui à coup sûr nous fera encore réfléchir sur l'état de notre monde qui décidément ne tourne pas rond. Mais avant ça, je discuterai avec Antoine Boudinet, qui est à côté de moi, des derniers développements de l'actualité nationale. De manière particulière, nous évoquerons la polémique engendrée par les propos de Philippe Poutou, qui a affirmé et réaffirmé sur France Info et sur BFM que la police en France tue. Mais qui est Antoine Boudinet? C'est aujourd'hui un jeune animateur en école maternelle, également conseiller municipal depuis les dernières élections municipales, donc, sous la bannière de la liste Bordeaux en lutte. C'est aussi un mutilé, pour l'exemple, qui a vu un de ses bras amputé suite à des violences policières lors de l'acte 4 des Gilets jaunes. Quand Antoine a entendu Gérald Darmanin annoncé qu'il porterait plainte contre Philippe Poutou, son collègue du conseil municipal, qui est sur la même liste que lui, il est monté au créneau. Je suis un élu de la République et je déclare solennellement que la police tue, mutile, harcèle et humilie sans le moindre contrôle ou la moindre pénalité, a-t-il déclaré. Il sait de quoi il parle et on a voulu lui donner la parole sur le sujet et sur bien d'autres sujets, s'il le veut bien. Salut Antoine. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. T'es venu de Bordeaux exprès pour nous. Ouais, c'est tôt, hein, la matinale. C'est tôt, mais on est déter Ouais. et on va passer un bon moment ensemble malgré la dureté de l'actualité nationale. Mais comme le veut la tradition, commençons par la titrologie. Aujourd'hui, aucune thématique ne domine franchement la une des quotidiens nationaux en France. On peut même dire que ça ronronne un peu, à la une du Figaro notamment, qui titre « Macron choisit de s'afficher en défenseur du nucléaire ». Bon, ça fait un certain temps qu'il a choisi cette cause, mais le Figaro nous assure qu'il songe désormais à annoncer la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR et à relancer le débat sur le mix énergétique. La Croix évoque aussi un sujet qui revient souvent comme un marronnier, les Européens et l'ombre de la dette, titre le quotidien catholique. La Commission européenne ouvrirait la discussion sur le pacte de stabilité actuellement suspendu du fait des lourdes dépenses engagées dans la lutte contre le Covid. Le pacte de stabilité, c'est en fait la règle des reins de la discipline budgétaire et donc en gros la Commission, à l'image des droites européennes, veut remettre en cause finalement le quoi qu'il en coûte et dire fini la récré, l'ordre néolibéral doit reprendre le dessus. Le Monde lance dans son édition datée de ce mardi une grande série de reportages dont l'objectif est de brosser un portrait inédit de la France. Une série dont le titre s'affiche à la une, Fragments de France. Une série donc de 100 reportages qui seront publiés pendant 15 jours et qui ensemble constituent un tableau nuancé, loin des discours convenus, nous explique Le Monde. Pour cette première fournée, on a eu droit à des reportages au terminus 2 de la ligne du métro à Marseille, dans une usine textile en Alsace ou dans un EHPAD en Aveyron. On verra au bout de 15 jours, des 15 jours donc de la série, quel portrait en creux du pays cette série va dessiner. Libération fait un choix de une assez surprenant, avec en photo Raphaël Glucksmann, en compagnie d'un groupe assez étoffé de jeunes enthousiastes. C'est Gauche qui parle aux jeunes, c'est le gros titre de Libé. Le quotidien explique que Raphaël Glucksmann, avec son livre, François Ruffin avec son film, sont deux figures de la gauche hors les murs, candidats à rien, qui attirent une génération en quête d'engagement, mais parfois éloignée des urnes. Glucksmann, Ruffin, ok. Si vous le dites... L'Humanité et Rue 89 Lyon choisissent de mettre en avant un combat essentiel, celui des AESH, ou accompagnants des élèves en situation de handicap. Handicap, les promesses non tenues de l'école inclusive, titre l'UMA, qui explique que pour la 3e fois cette année, les AESH se mobilisent et exigent du gouvernement de réels moyens. À Lyon, nous explique le journal en ligne indépendant Rue 89 Lyon, les AESH seront accompagnés de parents d'élèves et de professionnels du monde de l'éducation.
Alors, s'il y a un article à lire aujourd'hui, c'est celui du média en ligne Basta, qui reprend les informations les plus saillantes d'une enquête du réseau européen des observatoires des multinationales. Basta pose une question lourde de sens. Le secteur privé et ses fonds spéculatifs vont-ils faire main basse sur la santé en Europe? Le média en ligne aligne plusieurs chiffres qui font réfléchir. En France, un quart des lits hospitaliers appartiennent à des cliniques privées lucratives et 22% des lits d'EHPAD. En Allemagne, 30% des lits hospitaliers sont gérés par les entreprises privées lucratives et 40% des places en maison de retraite. En Espagne, moins d'un cinquième des lits d'hôpitaux sont dans le privé lucratif. Plus de la moitié des places en maison de retraite en dépendent. Les fonds qui investissent massivement dans ces hôpitaux privés, dont un est contrôlé par la famille Mullier, une des familles les plus riches de France. Donc les fonds qui s'investissent dans ces hôpitaux privés et ces EHPAD privés sont pour certains des rois des montages financiers douteux, de l'optimisation, sinon de la fraude fiscale. À ce titre, je vous conseille de regarder l'enquête vidéo intitulée EHPAD, assurance vie, évasion fiscale et complicité d'État. C'est signé Maxime Renaï, ça date de juin 2021 et c'est sur la page YouTube du média ou sur le mediatv.fr. On passe désormais à la deuxième partie de cette matinale. Sur le plateau, je le disais en début d'émission, je suis avec Antoine Boudinet, conseiller municipal à Bordeaux, mutilé pendant l'acte 4 des Gilets jaunes. Nous avons voulu l'entendre au cœur de la polémique qui oppose Philippe Poutou, qui a dit en gros « la police tue ». Cette polémique donc l'oppose à un grand nombre de politiques, d'influenceurs et de journalistes. Pour donner à tous une idée claire de ce qui s'est joué, nous avons prévu ce petit zap. La police tue, évidemment la police tue. Steve à Nantes... Steve Maillet à Nice. Ouais, à Marseille pendant les manifs Gilets jaunes, là, une dame qui fermait ses volets. Rémi Fraisse il y a quelques années. Et puis je crois qu'il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Donc oui, il y a une violence policière, on peut le dire, je crois. Et la police tue, c'est pas pareil. La police tue, elle a tué, elle tue. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure. Ou légitime défense. Ou légitime défense, bien sûr. Mais là, il y a un niveau tel que on le sait, on le voit. Il y a cette vidéo comme ça qui montre. La police protège généralement. Vous pensez pas que la police... là, pas vraiment, là, parce que quand on est manifestant, on n'est pas protégé par la police, on est agressé, attaqué par la police. Alors là, la police tue, oui, mais la police surtout mutile. Combien de mains arrachées, combien de visages défigurés, combien de gens après derrière en garde à vue alors qu'ils n'ont rien fait. Bon, il y a une véritable violence policière, oui. Les propos de M. Poutou envers la police sont insultants et indignes d'un élu de la République. Au nom du ministère et pour défendre l'honneur de tous les policiers, je dépose plainte. Voilà ce qu'a indiqué Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur son compte Twitter aujourd'hui. Et la plainte sera déposée pour injure publique. C'est une réalité. Maintenant, après, ce qui est intéressant à discuter, c'est pourquoi la police réprime. On sait très bien, et on ne va pas dire que c'est parce que les policiers sont génétiquement méchants. C'est qu'en fait, il y a une volonté politique du gouvernement de frapper les manifestants, de frapper les jeunes dans les quartiers, parce qu'en fait, il y a une volonté politique de dévier le problème. Soit on parle du chômage et de la misère qui est réelle dans les quartiers populaires, ou des contestations sociales qui sont liées à des inégalités et à une volonté d'exploiter encore plus les pauvres gens. Soit on discute de ça, soit on dévie le problème et on dit les manifestants, c'est des méchants et donc on peut leur taper dessus. Et le problème du gouvernement et le problème de Darmanin, c'est que lui, il donne feu vert à la police pour frapper comme ils veulent. Et ça, c'est un problème politique et sérieux, et c'est un problème de démocratie, et c'est un problème finalement de danger d'évolution de la société. Je pense d'ailleurs qu'il contribue honnêtement à la montée de tension d'une partie de la population à l'égard de la police. Donc ils assumeront la responsabilité de leurs propos, et j'espère que les Français sanctionneront très lourdement ces propos dans les urnes. Oui, c'est abominable. C'est abominable parce qu'il y a des policiers qui meurent. Les policiers sont là pour la République. Et dire ça, c'est salir, c'est ignoble. Voilà, il a pété les plombs. Voilà, il a le droit de dire des horreurs. Qu'il y ait des violences policières, c'est une évidence. Qu'on dise de l'autre côté, la police tue, la police est raciste, pour moi, c'est pas ce que je pense. Mais franchement, est-ce que dès qu'il y a une expression, y compris qu'on conteste dans les débats publics, on va devant la justice? C'est devenu ça, la France du débat politique? Oui. Moi, je conteste les propos de Philippe Poutou. Je ne suis pas d'accord avec Philippe Poutou.
Alors, Antoine, donc je rappelle que tu es conseiller municipal à Bordeaux, comme Philippe Poutou, membre de la liste Bordeaux en lutte, comme Philippe Poutou, que tu sais un peu de quoi tu parles quand on parle de la police, en tout cas de la police qui mutile, puisque tu as été mutilé lors de l'acte 4 des Gilets jaunes, et tu as voulu te solidariser de Philippe Poutou, donc qui est l'objet donc des récriminations de la quasi-totalité de la classe politique, en écrivant « Je suis un élu de la République et je déclare solennellement que la police tue, mutile, harcèle et humilie sans le moindre contrôle ou la moindre pénalité ». Est-ce que tu peux déjà dire d'où tu parles, qui es-tu et qu'est-ce que la police t'a fait et quel est le rapport que tu entretiens aujourd'hui en tant qu'élu de la République, donc qui a quand même l'onction du suffrage universel avec la police? Alors, moi déjà j'ai été mutilé le 8 décembre 2018, donc l'acte 4 des Gilets jaunes, comme tu as dit, par une Glaive 4 qui m'a explosé dans la main. Donc à l'époque j'étais un petit animateur en école maternelle qui venait participer à une manif Gilets jaunes, alors qu'il n'avait pas particulièrement envie de faire quoi que ce soit de particulièrement répréhensible, qui a lancé des œufs, ouais, un peu comme un sale gosse, quoi. C'est pas de quoi fouetter un chat. Et puis je me suis retrouvé avec une grenade devant moi et la panique, tout ça. Donc j'ai ramassé une grenade, elle a explosé. Bon, cette grenade a été interdite depuis d'ailleurs, considérée comme trop dangereuse. Il aura fallu attendre 5 mains arrachées, 6 mains arrachées. Parce qu'on parle de celles qui sont recensées, mais bon, on en découvre qui sont pas recensées parce que les gens veulent pas forcément que ça se sache. Et puis après, moi, on a monté un collectif, c'est-à-dire qu'avec toutes les personnes, il y a tellement de personnes qui ont été blessées, tellement de personnes qui ont vu leurs proches mourir sous les coups des policiers, qu'en fait, on a fini par se rassembler, on a fini par monter un collectif, donc le collectif des mutilés, par exemple, qui rassemble donc des personnes qui ont eu les yeux crevés, les mains arrachées, mais aussi, par exemple, toutes les dents pétées à coups de matraque, au point où ils n'ont plus de dents, tout ce qui est des coups de matraque dans la nuque, au point de devenir handicapé du dos, mais genre réellement handicapés avec un pourcentage et tout, quoi. Donc des personnes comme ça qui ont vu leur vie chamboulée en fait par leur rencontre pas avec la police. Certains qui étaient en manif, certains qui étaient juste des badauds, certains qui avaient juste le malheur d'être là au mauvais endroit, hein. Et puis alors les mutilés, pour l'exemple, ils sont combien environ aujourd'hui? Alors dans le noyau dur, je pense qu'on est une dizaine. Après, on est en contact et on prend des nouvelles, mais il y en a qui sont fragiles aussi et qui n'ont pas besoin de s'investir beaucoup dans la lutte, parce que sinon ils pètent un plomb et c'est normal, c'est dur. Donc en vrai, on doit être une trentaine au total, je pense. Dans l'entourage des mutilés, sachant qu'après il y a aussi l'Assemblée des blessés qui existait avant, qui rassemble des personnes qui ont été blessées avant les Gilets jaunes notamment. Et après, on a fondé avec les mutilés, on s'est rapproché aussi de tous les collectifs contre les violences policières, notamment les familles de victimes, les familles en deuil. Qui sont pour le coup mortes. Bah oui, c'est ça, qui sont ces personnes qui sont mortes sous les coups des policiers, par clé d'étranglement, par plaquage ventral, par balle, enfin voilà. Bon. Et toutes ces personnes on a fondé un réseau qui s'appelle le réseau Vérité et Justice, qui essaye de lutter. On a une somme de revendications sur la police qui est très loin effectivement de ce qu'on voit en ce moment sur l'actualité, mais qui pour moi sont un enjeu crucial, hein, pour les prochaines présidentielles. Donc voilà. On a l'impression que quelque part la violence extrême, donc qui s'est emparée du pays, en tout cas, qui a été le choix du gouvernement pour mater le mouvement des Gilets jaunes, puis mater le mouvement contre la réforme des retraites, on a l'impression que cette mémoire s'affaiblit un peu, ce qui peut permettre à un spectre finalement très large de politiciens de sanctuariser la police, d'empêcher tout débat structurel sur la police. Est-ce que tu as l'impression que l'opinion a oublié ou est en train d'oublier ce climax de violence officielle, de violence publique, de violence d'État? Je pense pas. Je pense que en fait ceux qui savaient déjà que la police, enfin qui étaient déjà en colère contre la police parce qu'elle les avait agressés alors qu'eux ne faisaient que manifester, ou dans les quartiers, ils savent très bien depuis des années, enfin la police, on le sait très bien, mate les gens sans aucune légitimité à mon sens, mais bon. Et non, je pense que les gens, ils le savent, ils l'ont toujours su, ils le savent encore. Maintenant, la classe politique, effectivement, là-dessus,
c'est là qu'on voit comme dirait l'autre, c'est là qu'on voit qu'on peut plus rien dire, hein, qu'on a là Philippe, bon voilà, il s'est fait cancel sur ses sur ses propos. Cette culture de la droite. Cette culture, hein, ouais, c'est vrai, hein, on peut plus rien dire, on n'a même plus le droit de dire que la police tue, alors que pourtant c'est quelque chose qui est chiffré, c'est quelque chose qui est recensé, c'est quelque chose qui est, qui devrait même pas être sujet de débat en fait. Oui, la police tue, évidemment. En plus, il est quand même nuancé dans son propos puisqu'il envisage toutes les configurations, notamment la légitime défense, notamment des bavures qui ne sont pas volontaires, mais en gros, il veut affirmer le fait que de toute façon, il y a eu des morts et quelque part, c'est rendre justice à ces morts que sur le terrain public, sur la scène publique, on affirme qu'ils ont été tués par la police. Mais moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que déjà, quand il dit 15 jeunes dans les quartiers, en réalité, le recensement est plus proche des 20 par an de jeunes dans les quartiers qui se font tuer. Mais bon, ça, à la limite, Philippe, il n'avait pas forcément les chiffres sous les yeux, ça, on considère les questions qui sont posées. Mais ouais, on est plus proche des 20, et puis surtout, à ce niveau-là, il n'y a plus de bavure, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de bavure quand il y a autant de morts, quand il y a autant de mutilés, quand il y a autant de personnes agressées par la police au quotidien, quoi, parce qu'on a parlé des morts et des mutilés, mais il y a les humiliations au quotidien, le contrôle aux faciès, qui est quelque chose qui a été quantifié pour le coup et qui a été observé par des organismes indépendants, le CNRS, qui a fait toute une étude sur le contrôle aux faciès, qui a montré que oui, suivant les quartiers, les gens ne se font pas contrôler de la même façon, et notamment en fonction du physique, ça s'est vu et ça s'est observé. Donc bon, voilà, nous, on trouve ça un peu ridicule de devoir se justifier juste pour dire un truc qui est de toute façon évident. Oui, la police tue, mais c'est même, on va beaucoup plus loin que ça. Et quand on dit la police tue, c'est ça qui est ils sont assez malins là-dessus parce qu'ils déplacent le débat en faisant dire à Philippe que les policiers tuent. Et nous, ce qu'on dit, on ne dit pas tous les policiers n'ont pas tué. Encore heureux. D'ailleurs, tant mieux pour eux, pour ceux qui n'ont pas eu encore à tuer qui que ce soit. Parce que voilà, tant mieux, hein, j'imagine. Surtout, c'est pas leur boulot. Hein. Mais le truc, c'est que c'est la police, c'est l'organe policier, c'est le système qu'il y a derrière en fait qui tue. C'est le système qui derrière en fait met tout en place pour favoriser en fait le fait de tuer, c'est-à-dire on leur apprend des techniques d'arrestation, la clé d'étranglement, le pliage, le plaquage ventral, qui ont tué tellement de personnes. On favorise toujours plus d'armes, toujours plus d'ultra sécurité au lieu d'investir plutôt dans la prévention, dans Donc oui, on est toujours là-dedans. Et puis après, quand on voit ils savent très bien qu'ils font, alors même quand c'est des bavures, c'est-à-dire qu'ils se couvrent les uns les autres, ils font des faux en écriture, et puis les faux en écriture, ils sont découverts, et pourtant ils ne sont pas condamnés, et pourtant les policiers ne sont jamais mis à pied. Donc ouais, on n'est pas sur... on n'est pas sur des mots. Il y a plus de mots noirs. De l'île Saint-Denis, je pense, qui ont proféré des injures racistes très graves sur un migrant et qui ont eu 5 jours de suspension, je crois. Le bico, ça nage pas, ça coule. Ouais, c'est un exemple typique. Mais même tout le blog, la conversation WhatsApp, je crois, ultra raciste, ultra insultante. Moi aussi, je m'en suis pris plein la gueule dans cette conversation d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. On le sait, oui, dans la police, il y a une bonne grosse quantité d'extrême droite, pour le coup. Le syndicat majoritaire, même si voilà, leur légitimité est contestée, soit disant qu'ils auraient triché ou pas, j'en sais rien, ça, c'est pas la question. Mais en tout cas, si on prend Alliance, oui, là, on est sur l'extrême droite pure et dure, quoi. Donc, on est sur des gens proches des nazis, quoi. On a eu plein de problèmes avec plein de scandales avec des écussons, des patchs avec des références au Troisième Reich, des trucs. Voilà, on est quand même sur quelque chose de particulièrement, des drapeaux confédérés aussi sur des fenêtres de commissariat. Qu'est-ce que ça fout là, quoi. Donc oui, à un moment, déjà, va falloir se poser la question. À un moment, pourquoi on a des nazis dans la police, quoi. Alors, mais justement, pourquoi ces derniers mois, on a l'impression que la défense principielle de la police est une sorte de ligne de fracture politique? On a vu notamment la manifestation en soutien aux policiers qui a fracturé la gauche, notamment avec les communistes qui y sont allés, d'autres forces qui y sont allées, les socialistes, etc. Et aujourd'hui, finalement, quand on regarde les propos de Yannick Jadot, on a l'impression que pour être
un homme politique responsable, pour paraître responsable, il faut justement affirmer, comme dans une sorte de rituel, son soutien à la police. Alors, moi, à la limite, qu'un politicien de gauche veuille soutenir les policiers, pourquoi pas. Enfin, ce sera pas mon cas, c'est sûr, mais pour le coup, à la limite, je peux l'entendre. Qu'on aille à une manifestation clairement d'extrême droite, telle que la manifestation organisée par Alliance Police, qui n'avait pas les revendications par rapport aux morts qui avaient été faits, mais qui avait des revendications clairement fascistes, et d'aller marcher à leur côté avec d'autres représentants politiques d'extrême droite, on n'est pas sur une gauche, pour moi, déjà pour moi, on n'est plus sur la gauche, quoi. Enfin, clairement, ça n'a aucun sens, cette histoire. Mais bon, voilà, oui, on a une fracture. Alors, le truc, c'est qu'on essaye de nous mettre la fracture sur le dos. C'est-à-dire que c'est nous, les anti-flics, les militants contre les violences policières, c'est nous qui créons la haine aux flics. Et moi, ça me fait pas plaisir de détester les flics, de détester la police. Parce qu'en vrai, moi, les flics, c'est des êtres humains. J'en ai connu, j'en connais même encore. Et humainement, c'est des gens bien, c'est pas la question. Mais ça peut même être le meilleur papa du monde, ça peut même être le voisin le plus agréable du monde. Ça n'empêche qu'une fois qu'il a mis son uniforme, c'est la police. Et quand c'est la police, ils matraquent, ils tuent, ils font respecter l'ordre avec la terreur. Et malheureusement, c'est comme ça qu'ils ont choisi d'appliquer leur politique sociale, par la répression, par la terreur. Tu parles de... Alors, notre gouvernement, mais après... l'enchaînement de gouvernement qu'on a eu, c'est-à-dire que ça date pas d'hier. Je veux dire, les violences policières, on a commencé à le voir avec Malik Oussekine, effectivement, mais Malik Oussekine, c'est pas le premier. C'est pas le premier à être mort sous les coups des policiers. Il y en avait déjà avant, sauf qu'avant, on n'avait pas tous les portables. Malik Oussekine, ça s'est vu parce que il y avait une vidéo qui est un caméscope déjà à l'époque, donc on voit l'arrivée des technologies, à quel point ça change. Ça a permis de visibiliser en fait un truc qui était déjà depuis longtemps. Quand on voit que par exemple la BAC qui a été créée, alors elle a plusieurs dates de création, mais notamment il y a c'est le Mouel ou je sais plus quoi, enfin un ancien des colonies, c'est-à-dire qui pour le coup a ramené des techniques d'intervention en Algérie, enfin et dans les colonies pour mater en fait les autochtones de ces anciennes colonies, qui a utilisé toutes ces techniques-là de terreur, mais réellement, on est vraiment sur la terreur. La BAC, on est sur une Gestapo qui terrorise nos quartiers, quoi, pour le coup. Quand même, on va pas aller jusque-là. Non, mais moi je vais jusque-là. Franchement, quand on voit à quel point les gens ont peur de la BAC dans nos quartiers, moi je le considère, franchement. Après, bon, je sais, mes propos m'appartiennent, mais là-dessus, je le dirais. En tout cas, on est témoin de cette émotion, de ce vécu, de ce ressenti qu'on ne peut pas t'arracher de toute façon. Et on est aussi, disons, intellectuellement, on peut comprendre la notion d'un continuum de violence qui est hérité de la période coloniale. Ce week-end, justement, des polémiques ont été montées en épingle dans les médias, alors qu'on rendait hommage aux morts du 17 octobre 1961, essentiellement des Algériens qui manifestaient à Paris contre la répression dans le cadre de la guerre d'Algérie. Et alors qu'Emmanuel Macron a semblé esquisser un début de commencement d'introspection, Didier Lallement, le préfet de police de Paris, a déposé une gerbe en la mémoire des victimes, tout en empêchant, et c'est là que c'est très paradoxal, les cérémonies prévues ce jour, les cérémonies classiques. On regarde. C'est un événement qui se passe en direct dont on voulait vous parler ce matin aussi. C'est le préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui se rend sur le pont Saint-Michel pour commémorer un événement qui s'est produit il y a 60 ans. Oui, c'était le 17 octobre 61, une manifestation d'Algériens qui avait viré à la tragédie. On en parlait il y a quelques instants. Des dizaines d'Algériens, de Franco-Algériens ont trouvé la mort à ce moment-là, tués par balle par la police. Emmanuel Macron a parlé hier de crimes inexcusables et c'est la première fois qu'un préfet assiste à ces cérémonies. Donc là, généralement, tout le monde se met le long, voilà, ici, pour jeter des roses. Et cette année, c'est bloqué, voilà, par des policiers qui sont là. Et donc personne ne peut passer. Donc les gens attendent ici, voilà, les gens sont bloqués, ils ne comprennent pas pourquoi. Et puis voilà, c'est bloqué, les policiers sont ici. Voilà. Les commémorations. Donc,
au-delà du continuum colonial, on est dans la dissonance entre un discours public qui se veut finalement empathique et une pratique d'humiliation et de déni. Enfin, c'est comme si on dénie, on rejette la possibilité même que les personnes qui sont les premières concernées par cette commémoration commémorent quand l'État commémore. On fait place nette, on met loin de la photo les gueux. Tu as voulu en fait qu'on parle de cette actualité. Pourquoi elle t'a marqué ? Bah oui, mais parce que c'est aberrant. Là, on est vraiment dans une... Alors pour le coup, sans compter le racolage qui a lieu parce que c'est présidentiel et que voilà, ça permet de peut-être gratter un peu sur la gauche bourgeoise de parler des Algériens, mais à côté de ça, on a volé une cérémonie qui est importante effectivement pour la mémoire des Algériens. On leur a volé, on a mis Didier Allemand quand même, qui est représentatif de tout ce qui ne va pas dans la police française aujourd'hui, quoi. En termes de préfet, c'est connu comme étant le plus sanglant et le pire, quoi. Donc oui, pour le coup, c'est une violence extrême pour les descendants, les familles, les personnes qui se sentent concernées et qui vont chaque année depuis 30 ans faire un hommage effectivement à cet événement tragique. Et en plus, quand on entend des trucs, quoi, on nous dit que c'était la faute à Maurice Papon et que voilà, c'est lui le grand coupable et tout ça, mais comme si Maurice Papon était tout seul, quoi, comme si c'était lui qui avait fait tout seul, et que tout le monde lui avait dit non, mais il a donné l'ordre quand même, et puis bon, les policiers voulaient pas, mais il le fait quand même. Non, à un moment, c'est tout un système qu'il a fait derrière Papon. Et puis Papon, c'est facile à dire, mais sauf que par exemple, si on prend Steve qui est mort noyé, Maya Canisso, lui, il n'y avait pas Papon, c'était pas Papon qui avait donné l'ordre. Il y avait un préfet derrière. Il y avait faut arrêter un peu. De responsables dont certains sont aujourd'hui mis en examen. Et une histoire qui a commencé quand même par un déni du ministre de l'Intérieur de l'époque. De toute façon, c'est toujours ça. On est d'abord sur le déni. Ensuite, quand il y a trop de preuves, on commence à essayer de salir la victime, notamment d'essayer de dire... il avait fait, il prenait de la drogue. Non, il prenait pas de drogue. Ouais, mais il écoutait de la musique tard le soir. Je fais oui, de là à le tuer. Enfin, excusez-moi. Quand on prend par exemple Cédric Chauviat, il a fallu qu'on ils ont réussi au bout d'une semaine à réussir à nous dire ouais, mais il avait quand même pas les papiers de ses véhicules en règle. Faut quand même, on est sur du ridicule là-dessus. Et au bout d'un moment, on dit, voilà, c'est un accident ou c'est un mouton noir à la limite. Bon, mais c'est pas la police. Ce n'est pas systémique. C'est pas systémique. Sauf qu'en réalité, si, c'est systémique. Si, c'est tout le système qu'il y a derrière en fait qui permet ça, qui permet à ces événements tragiques de se reproduire encore et encore. Et il y en aura d'autres, malheureusement. Ça nous déchire le cœur à chaque fois, mais on le sait à chaque fois, que ce soit les mutilés ou les personnes tuées par la police. On le sait, il y en aura d'autres. Ça va continuer. Tant qu'on n'aura pas changé notre système qu'il y a derrière, tant que le système entier ne va pas changer, pour le coup, ça va continuer. Et pour revenir juste sur le truc de la commémoration des Algériens, les jetés dans la Seine, en plus, c'est même pas une vraie reconnaissance. Nous, ce qui est demandé, c'est, mais je crois que ça a été dit hier sur le plateau aussi, c'est la reconnaissance d'un crime d'État. Et c'est ça aussi, voilà, c'est que derrière quand je parle du système, c'est quoi ? C'est l'État. On parle d'un État, parce que quand on dit la police elle est violente, quand on dit la police tue, quand on dit la police est raciste, qui est derrière la police ? C'est la police toute seule ? Non, c'est l'État qui y a derrière. C'est tout. On a un système d'État qui est effectivement foncièrement violent, foncièrement raciste, et qui, par le fait de cautionner sa police, tue par ricochet, en fait, tout simplement. Donc oui, on est là-dessus. On est sur un re-questionnement de tout notre système politique depuis des années, quoi. Est-ce que quelque part, c'est pour éviter donc la discussion dans le cadre de la campagne électorale sur le caractère systémique de ces violences et de ces de ces crimes policiers? Est-ce que c'est pour éviter ce débat et pour finalement éviter de poser la question de la nature de l'État et notamment de la nature socialement violente de l'État que la cohorte des politiciens aujourd'hui essaye de créer une sorte de tabou national?
à ton avis? Ils aiment bien nous rappeler qu'on est en République, qu'on n'est pas raciste, que ça ne se dit pas dans un état de droit, sauf que tout ça c'est sur le papier en fait. Parce que sur le papier, c'est vrai que moi j'ai eu mes cours d'éducation civique comme tout le monde. Hein. Moi même fut une époque où j'y croyais encore. Hein. Même la police, je savais qu'il y avait des moutons noirs et ce genre de choses, mais j'y croyais encore. Puis j'ai perdu une main. Enfin, et ouais, aujourd'hui, il y a un tabou. Il y a un tabou sur la violence policière, il y a un tabou sur le racisme systémique dans lequel malheureusement on évolue, qui fait que aujourd'hui, on a principalement des personnes dans les quartiers populaires qui sont tuées, des personnes de couleur notamment. Et oui, on se retrouve à devoir se justifier, à devoir sortir des chiffres pour des trucs qui sont évidents, comme le fait que oui, la police tue. Bon, moi ça me... Alors, la question de la République, de l'allégeance donc aux valeurs républicaines et donc de la négation des valeurs républicaines quand on conteste trop fortement l'action de la police. Donc le terme République est au cœur donc de l'argumentaire de ceux qui soutiennent la police. Et il y a un parti qui s'appelle les Républicains, et dans ce parti il y a une candidate à la candidature pour la présidentielle qui vient, qui s'appelle Valérie Pécresse, et elle a sorti une phrase dimanche sur laquelle je voudrais qu'on revienne, parce que c'est justement la phrase type anti-républicaine. On l'écoute. Tout à fait territorialiser des peines. Vous êtes sûr de ça, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens? Ce que disent les constitutionnalistes, vous qui êtes conseiller d'État, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 est stipulé, je le cite, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Oui, c'est absolument exact, mais on peut tout à fait estimer que territorialement, on a des peines qui sont différenciées. Par exemple, c'est une circonstance aggravante de commettre une peine dans un lieu dans lequel, aujourd'hui, on en commet beaucoup trop. Voilà. Donc vous la maintenez, cette proposition? Cette proposition, elle est intéressante. Elle permettrait de venir à bout d'une situation que l'on constate, c'est que malheureusement, les crimes et les délits se concentrent au même endroit. Je vous donne... Alors, le traitement différencié des quartiers populaires par la police, tu en parles, et mutilés pour l'exemple, les différents collectifs en parlent. Et là, en fait, Valérie Pécresse nous propose d'inscrire dans la loi un traitement différencié, non seulement policier, mais judiciaire à certains endroits. Alors, c'est complètement aberrant en réalité. Parce que ça veut dire qu'on crée une différence. Suivant votre origine sociale, on sera plus ou moins clément avec vous. Suivant le quartier dans lequel vous vivez, on sera plus ou moins clément avec vous. Qui va se retrouver avec des peines allégées, avec le fait... Ce qui est déjà le cas, hein, d'ailleurs. C'est juste que là, elle propose d'en faire quelque chose de carrément écrit dans la loi, mais... qui va se retrouver le moins chargé quand ils vont en prison ou quand ils font des amendes, c'est les personnes les plus riches, c'est les personnes, parce que aujourd'hui on le sait, la criminalité c'est pas lié à l'origine ethnique, c'est pas lié à la religion, c'est pas lié à tout ça, c'est lié effectivement au milieu social, c'est lié aux difficultés et à la violence sociale qui nous est renvoyée quand on est pauvre. On a plus de mal, et donc des fois on se retrouve plus exposés à une violence dans nos quartiers. Ça, c'est une réalité, parce que effectivement, nos pouvoirs publics, nos politiques publiques aujourd'hui ne nous permettent plus de nous émanciper de nos quartiers. Donc ça, c'est une réalité. Et à côté de ça, du coup, parce que effectivement ces quartiers-là seraient plus violents, les gens qui commettent des crimes, ils vont être plus punis que ceux qui commettent les mêmes crimes, mais à Neuilly-sur-Seine. C'est complètement aberrant. C'est la loi de la République qu'on assassine, dans quelque part, en fait, l'égalité républicaine. C'est des bantoustans quasiment qu'elle propose, c'est-à-dire un régime juridique colonial. Là, on est sur du discriminatoire au carré, quoi. Enfin, vraiment, c'est... On tape. Est-ce que ça ne t'étonne pas justement que ça ne soulève pas plus d'indignation? C'est-à-dire Philippe Poutou qui dit que la police tue, il faut finalement venir pour affirmer que Philippe Poutou a tort et donner l'impression d'être respectable. Mais Valérie Pécresse qui remet en cause l'égalité républicaine devant la loi, ou même avant Xavier Bertrand qui remettait en cause la présomption d'innocence, en fait ça passe crème.
En fait, c'est le problème de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'on a tellement fermé la fenêtre d'Overton à gauche. On a tellement une partie de la gauche qui maintenant vient draguer les idéaux de la droite, qui viennent essayer de surtout ne pas trop être radical, de surtout être le plus consensuel possible. Et à côté de ça, on a une telle décomplexion en fait de l'extrême droite parce que tu parlais de cela, mais il y a Zemmour, il y a Le Pen, qui explosent sur les plateaux télé, qui sont là partout. Je pense qu'on peut pas zapper une seule seconde sur les chaînes de médias en continu sans tomber sur la tronche d'Éric Zemmour, quoi. Donc oui, là-dessus, il y a effectivement, c'est beaucoup plus facile de parler d'idées aberrante à droite que de simplement pouvoir dire on s'interroge sur le fait que la police tue et sur pourquoi et comment est-ce qu'on peut changer ça, quoi. Donc oui, on se retrouve à ne plus pouvoir rien dire, en tout cas à gauche, ça c'est sûr, parce qu'à droite, moi leur liberté d'expression sur CNews, en tout cas je la vois bien, hein. Merci beaucoup Antoine. Antoine Boudjiné, je rappelle qu'Antoine Boudjiné est aujourd'hui conseiller municipal d'opposition à Bordeaux, mais en fait il est aussi et toujours jeune animateur en école maternelle. Il va bientôt quitter le plateau et ça va permettre à Gémil d'entrer sur le plateau. Mais bon voilà, il est venu nous dire pourquoi il soutient Philippe Poutou quand Philippe Poutou dit que la police tue et quand au final Philippe Poutou est mis au banc des accusés et à la marge de la République parce qu'il a dit ce qu'il a dit. Voilà, donc on va faire le changement de plateau tout de suite là. On est transparent, on montre comment Gémil entre en scène et comment Antoine quitte la scène. Donc merci Antoine qui est venu de Bordeaux spécialement pour nous parler et pour témoigner de son soutien à son camarade Philippe Poutou et au-delà pour affirmer la nécessité de critiquer la police et d'affirmer le caractère systémique des violences policières et aussi des violences judiciaires d'ailleurs. Salut Gémil. Bonjour Théo, ça va ? Ça va, et toi ? Bien, réveillé, tout va bien. Et bonjour aux gens qui nous regardent en replay ou en direct s'ils sont du matin, s'ils sont peut-être au petit déjeuner ou déjà au travail ou peut-être dans l'attente d'en avoir un. Bon courage, hein. Alors, je vais vous raconter mon week-end, moi, là. Ça va être sympa, tu vas voir. Ce week-end, moi, je vais passer à Nancy, dans le nord-est de la France, là d'où je suis originaire. Et là où moi, j'ai étudié. Là où tu as étudié, effectivement. Donc originaire, je précise parce que oui, je suis lorrain, ça ne se voit pas tout de suite, mais elle en déplaise à certains qui me transmettent régulièrement de doux messages avec des appels à retourner chez moi. Je suis des Vosges, donc du coup, voilà, peu importe. C'est notre problème quand même. Hein. C'est notre problème, mais peu importe, j'aime bien un petit message au passage. Alors mon week-end à Nancy, de la famille, des amis, des concerts, de la bière, c'était super. Mais si j'ai encore un peu la gueule de bois, ce n'est pas la faute des degrés consommés, mais du montant des loyers. Je m'explique. 600 €, c'était ce que je payais chaque mois au début des années 2010 pour la location de mon 50 mètres carrés, situé en plein cœur historique de Nancy, avec la vue sur la basilique Saint-Èvre et la place Tannes pas très loin, que tu connais, toi, et peut-être des gens qui nous regardent. Bref, the place to be pour un loyer honnête. Des amis que j'ai revus ce week-end, qui ont repris mon appart à l'époque, me disent qu'ils payent toujours le même loyer. Tu vois, les mêmes 600 € que je payais il y a 10 ans. Cette information lâchée dans mes oreilles à ce moment-là, entrée en résonance avec d'autres réalités locatives, notamment la mienne à Paris aujourd'hui, c'est ça le responsable de mon mal-être, de mon mal de tête susmentionné. Alors, n'y voyez surtout pas là quelconque jalousie. Non, je suis très content pour eux, c'est super. Mais c'est plutôt une réaction spontanée à une injustice systémique, là encore. Oui, le sujet de cette chronique, c'est le logement. Commençons donc par rappeler que se loger représente aujourd'hui un quart de nos dépenses mensuelles et plus de 40% des dépenses des ménages les plus pauvres de notre pays. Et encore quand ils ont la chance de pouvoir se loger. En novembre 2020, la Fondation Abbé Pierre estimait qu'au moins 300 000 hommes, femmes et enfants étaient privés de domicile en France. Et ce nombre a doublé depuis 2012, triplé depuis 2001, date des 2 dernières enquêtes de l'INSEE. C'est un drame, faut le dire, une honte même pour un pays si riche comme le nôtre, avec un président qui, le ton grave, osait prononcer ces mots en juillet 2017. Regardez. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois,
ou perdu. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. La promesse d'Emmanuel Macron, alors tout jeune président de la Ve République, concernait particulièrement les demandeurs d'asile, pour être honnête. Mais peu importe, l'étiquette mise sur le front de ces personnes, elles sont à la rue, et elles y restent, elles y meurent même. Leur nombre explose, et encore plus depuis la crise sociale engendrée par la gestion catastrophique de la crise sanitaire. Des centaines de milliers d'êtres humains privés de toit en France, auxquels s'ajoutent bien plus de mal logés, c'est-à-dire des personnes en situation de surpeuplement, d'insalubrité ou dans des lieux précaires comme des hôtels ou des caravanes. Sont concernés 3,6 millions de personnes, près de 4 millions en France. Ah, c'est énorme. C'est énorme, enfin, c'est incroyable. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce chiffre. Alors, les 300 000 SDF, on le connaît, mais les 3,6 millions, c'est peu de gens qui connaissent. Alors, dans le même temps, ces 15 dernières années, on a vu le nombre de logements vacants exploser pour dépasser les 3 millions de logements donc vacants en 2020 en France, dont 117 000 rien qu'à Paris. Sans compter les millions de mètres carrés de bâtis de type autre, comme des bureaux, eux, non occupés. De quoi héberger immédiatement, plus que largement, les 300 000 SDF que compte notre pays. Mais les pouvoirs publics ne font rien, ou si peu, et plus de 2000 personnes meurent dans nos rues chaque année. J'insiste, 2000 par an, c'est énorme. En moyenne à 49 ans, alors que l'espérance de vie en France dépasse les 80 ans. Enfin, ça dépend si tu es cadre ou ouvrier, mais c'est un autre sujet. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier. En moyenne, 1 700 € sur la paye et 6 ans d'espérance de vie. Voilà la différence entre un cadre et un ouvrier. Agnès, la référence. Bon, bref, je m'égare. Revenons à nos moutons. Alors, autant de souffrances, autant de morts pour une question de logement en France. France, la 5e puissance économique mondiale, est une abjection, tout simplement. Plus encore quand on voit le train de vie des autoproclamés élites, des aussi membres de la classe dirigeante, comme cette énergumène que nous voyons à l'instant, et plus largement de la poignée d'ultra-riches qui possèdent tout. Ceux-là même qui sont régulièrement éclaboussés par les scandales d'évasion fiscale. Oui, les 11 300 milliards des Pandora Papers, une somme si ouf, déjà plus personne n'en parle, n'est-ce pas ? C'est comme d'habitude, vite le prochain buzz. Alors c'est quoi le buzz en ce moment ? C'est Poutou. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, tu vois. Et pourtant, le nerf de la guerre pour combattre les inégalités, tout comme la source de ces dernières, se trouve dans la richesse produite. Produite par qui ? Les ouvriers et les cadres aussi, bien évidemment. Celle qui s'accumule dans quelques mains, celle que l'on doit mieux redistribuer, mieux investir et simplement partager. Alors oui, rien de neuf sous le soleil, ou plutôt sous le gel, comme celui qui a emporté cette femme dont parle le célèbre appel de l'abbé Pierre qui a été prononcé le 1er février 1954 et qui commençait ainsi. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Alors à l'époque, le ronron de l'indifférence avait été violemment brisé, évidemment, par cet appel et les actions entreprises pour aider les personnes à la rue. Ce qui a permis, déjà à l'époque, de démontrer l'existence de moyens colossaux de l'État et de la société pour défendre la défense de la justice sociale. Quand on peut, on veut. Pas partout, mais là, pour le coup, c'est vrai. Puis, très vite, l'indifférence a repris le dessus. Alors, la loi, il me semble, prévoit des droits de l'aide, comme l'encadrement des loyers, par exemple. C'est une disposition qui est inscrite dans la loi, il me semble. Oui et non. La loi, dans l'absolu, c'est bien la clé, une des clés pour établir un cadre de justice et de protection des citoyens. Ça, c'est sûr. Par exemple, dans la Constitution de 1946, pour rappel, est établi un droit au logement. Mais, car il faut bien un mais, ce droit ne signifie pas que la nation se doit de garantir un logement à ceux qui le demandent. Ce serait trop beau. Aussi, la loi instituant le droit au logement opposable, qui a été mise en vigueur à partir de 2008. Le DALO. Oui, la DALO, effectivement. Des conditions, là aussi, sont draconiennes, sont demandées, exigées pour en bénéficier. Mais là aussi, il leur a fallu attendre un énième drame terrible pour agir. Ici, par exemple, les incendies mortels de l'été 2005 dans des immeubles insalubres abritant à Paris des mal logés. Regardez. Mais c'est en 2005 que Paris est le théâtre d'une série noire. En 5 mois, 53 personnes meurent dans les flammes. À chaque fois, les immeubles ne correspondent pas aux normes de sécurité élémentaires. Terrible. C'était il y a 16 ans. Et depuis,
rien ou presque n'a changé. Des immeubles s'effondrent à Marseille avec des gens pauvres dedans, ou encore ce témoignage rapporté par le Bondi Blog d'une femme vivant avec ses 4 enfants dans un logement insalubre de 13 mètres carrés en banlieue parisienne. Dans l'article que je vous invite à aller consulter est décrit le drame connu et répandu des marchands de sommeil en fait. Ces propriétaires de biens immobiliers qui abusent des personnes en situation de précarité pour s'enrichir facilement, tout comme aussi via les locations sur Airbnb ou Booking par exemple, qui aggravent en plus de ça la crise du logement dans les villes. Alors quant au logement insalubre de cette femme là qu'on parlait à l'instant active, elle et ses enfants scolarisés, il a brûlé en septembre. Sans toit, ils ont été relogés dans un hôtel pendant quelques jours, payés par l'assurance jusqu'au 17 octobre, là, il y a quelques jours. Et depuis, c'est le grand inconnu. Pourtant, rappelle le Bondi Blog, depuis 2019, cette femme et sa famille sont reconnus prioritaires pour un relogement prévu par une ordonnance Dallot, la fameuse loi dont on parlait il y a quelques instants, mais qui manifestement semble fortement dysfonctionner. Ou plutôt n'est pas à la hauteur des enjeux sociaux, tout comme le dispositif d'encadrement des loyers à Paris, très peu respecté. Tout ça ne semble, en tout cas à mes yeux, qu'un pansement sur une jambe gangrénée. J'ai mis le pourquoi rien n'est fait. Quel est l'intérêt d'une telle situation pour le pouvoir? Après tout, il aurait peut-être intérêt à régler ça et à le mettre à son actif. Ça dépend des gens au pouvoir, pour commencer. Et puis, laisser une situation sociale comme ça se dégrader, organiser une précarisation de pans entiers de la société comporte en réalité pas mal d'avantages politiques. Résumons-en 2. Déjà, cette situation résulte d'abord d'une croyance, une vraie religion et son dogme qui est imposé sur la société. Ça s'appelle le capitalisme, en fait, le libéralisme. Le business passant avant nos vies, laisser la question du logement entre les mains du marché, c'est la règle. Qu'importe si ça tue, qu'importe si, comme se soigner, le se loger est en quelque sorte un service vital qui devrait être placé en dehors des lois du marché. Attends, ça me dit quelque chose. C'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Ensuite, la précarisation et le sacrifice, ça fait toujours du bien de revoir ce petit passage parce que ça marche à tous les coups et c'est jamais respecté. Alors je disais, ensuite, la précarisation et le sacrifice de millions de personnes sur l'autel du profit forment un intérêt politique pour la droite au pouvoir. Parce que plonger dans la précarité et noyer de discours de haine et de division, ce sont autant de potentiels électeurs prolétaires gênants qui sont écartés des urnes. Trop occupés à survivre et souvent convaincus que leur sort, c'est une fatalité, alors que pas forcément. Alors oui, Macron démission, oui, mais pas seulement, car ce phénomène est en réalité supranational. Il s'observe partout où la société est gérée comme une entreprise, où tout est transformé en marchandise. Alors on va sortir un peu de la France pour parler de Berlin. À Berlin, où 85% des habitants sont locataires, contrairement à Paris où on est 67% à l'être. Les loyers ont doublé là-bas en 10 ans à Berlin. Alors, le mois dernier, en marge des élections législatives, les Berlinois ont massivement participé à un référendum posant une question claire. Je la lis. Êtes-vous pour ou contre la communalisation, c'est un mot qu'on ne dit pas souvent, de 240 000 logements? C'est-à-dire le rachat de ces logements par la ville comme une sorte de nationalisation, afin de lutter contre la hausse des loyers. 56% des personnes ont répondu oui. Malheureusement, un peu comme en France, ce référendum, déjà rare, n'impose aucune contrainte juridique. Et, hasard du calendrier, je ne le crois pas, quelques semaines après, était organisé un assaut policier hors norme contre le Copy, un squat historique à Berlin. Lieu de vie autogéré d'une 50aine de personnes, mais surtout lieu de culture et d'événements politiques alternatifs. Le site squat.net nous relate l'expulsion, mais aussi la riposte de milliers de Berlinois et Berlinoises exprimant leur colère justifiée vendredi soir dans les rues de la capitale allemande. Alors, au même moment, je disais que c'était supranational, effectivement c'est le cas, à Rotterdam, une grosse manifestation protestant contre la crise du logement, là aussi, qui fait rage aussi aux Pays-Bas, a été violemment réprimée par la police sous ordre politique. 8 personnes ont été arrêtées. Et pour finir, retour chez nous, ici à Paris, avec le plaisir qu'on a, où l'historique enseigne Tati, que vous connaissez tous, vient de fermer ses portes au cœur de Barbès, un quartier populaire en voie d'embourgeoisement féroce. Les 8000 mètres carrés du magasin, où venaient s'équiper nombre de familles précaires, vont accueillir des espaces nouveaux de bureaux et de logements gentrifiés, repoussant et concentrant toujours plus les classes populaires vers le nord de la ville. Voilà, sur la même histoire. La crise du logement concerne en fait toute la société, car elle impacte pas seulement les premiers millions de personnes concernées, mais aussi la bonne santé démocratique et sociale
du pays. En voilà un sujet, Théo, de campagne qu'on pourrait mettre au cœur de la campagne 2022, qui pourrait, éventuellement, mobiliser des foules pour cette élection. Bon, en attendant, bonne journée quand même. Bonne journée Gémile, bonne journée à nous tous. Effectivement, la question de la mise à l'agenda des problématiques sociales, des problématiques fondamentalement politiques, c'est-à-dire celles qui concernent l'espace public, notre manière de vivre ensemble, c'est la raison d'être de cette contre-matinale, mais c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Vous pouvez partager la contre-matinale pour nous aider à pousser ces sujets dans l'agenda, mais vous pouvez aussi vous-même en parler, vous saisir de ces sujets, les faire monter sur les réseaux sociaux et dans la discussion, dans la conversation quotidienne, là où vous êtes, là où vous vivez. En tout cas, aujourd'hui, c'est fini, la contre-matinale. Partagez dans vos réseaux, comme je l'ai dit, faites vivre ce direct après le direct et revenez ce soir à 19h pour regarder un entretien que m'a accordé Olivier Berruyer, blogueur, en tout cas, que j'ai eu avec Olivier Berruyer, blogueur, actuaire, c'est-à-dire spécialiste des mathématiques financières. Olivier Berruyer vient de lancer un média Élucide, un média en ligne qui s'est spécialisé notamment dans des formats de storytelling graphique passionnants. Et notre interview, le titre, c'est « Notre système financier va s'effondrer ». Il nous alerte, données chiffrées à l'appui. Il nous parle aussi de la question de l'immobilier, de la bulle immobilière qui finalement a un impact incroyable sur nos vies, la bulle immobilière, la bulle financière. Une fois de plus, si vous voulez que cette aventure de la matinale se consolide et s'enrichisse, nous avons besoin de vous, de vos dons, des dons de préférence mensualisés et de vos abonnements. Allez donc sur le mediatv.fr/soutien, allez sur OKPAL, donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. À demain avec Nadia.